Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le lancement de la 7e édition de la Semaine des rencontres santé-travail organisée par Présence. Merci à tous d'être présents, merci d'être connectés, très nombreux et en direct, pour ce moment un peu particulier, puisque nous ne sommes pas réellement en plateau, mais nous sommes au cœur d'une entreprise, ici, depuis les ateliers du groupe GED à Aubergenville. Et c'est tout le sens de cette édition 2026 des rencontres santé-travail, montrer la prévention, montrer les actions des services de prévention et de santé au travail interentreprises sur le terrain, au plus près du travail, au plus près des salariés, au plus près des entreprises. Partout en France et tout au long de la semaine, les SPSTI organisent plus d'une centaine d'événements, des visites de terrain, des ateliers, des démonstrations, des temps d'échange. Et dans ce cadre, nous avons le plaisir de confier l'ouverture de cette semaine des rencontres santé-travail à notre président de Présence, Maurice Plaisant. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Je rappelle simplement que Présence est l'association nationale qui regroupe les 160 services de santé au travail sur le territoire. Et donc je remercie chaleureusement les personnes présentes aujourd'hui, ici au sein des ateliers GED que l'on a vus en pleine action, à l'occasion du lancement de la semaine des 7e rencontres santé au travail organisées par Présence. Je salue les représentants des entreprises, les partenaires sociaux, les équipes de prévention et de santé au travail, ainsi que les témoignages aujourd'hui qui vont se dérouler. Et je n'oublie pas, bien entendu, les chefs d'entreprise et les représentants patronaux présents autour de nous. Le sens des 7e rencontres santé-travail est tout simplement le thème est de donner à voir concrètement la réalité des actions menées par les services de prévention et de santé au travail interentreprises qui sont souvent méconnus et oubliés. Donc, nous avons instauré ces rencontres il y a maintenant 7 ans pour que la possibilité soit donnée aux chefs d'entreprise et aux salariés de voir des retours d'expérience sur le terrain, au plus profond des régions. Et donc, c'est le choix qui a été fait cette année pour cette ouverture. Donc, cette édition, elle porte un thème qui est très clair, c'est être au cœur des entreprises. Et donc, nous nous trouvons près de Laurent Saint-Denis, qui est donc le président de cette belle entreprise qu'on a pu visiter. Et toutes les étapes montrent le métier, le savoir-faire des entreprises françaises. Alors, notre réseau essaye de communiquer, de montrer sa présence, de montrer son efficience au service de la prévention et de santé au travail des entreprises. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais tiens à vous quand même vous communiquer le nombre de collaborateurs sur l'ensemble des services de santé au travail du territoire. 19 000 collaborateurs. Ces collaborateurs accompagnent 1,5 million d'entreprises sur le territoire, dont 80% de très petites entreprises et plus de 19 millions, je répète, plus de 19 millions de salariés sont suivis par ces services de santé au travail, partout en France. Et dans les ultramarins. Je ne vais pas oublier mes amis insulaires, puisque moi-même je suis insulaire. Alors, des chiffres clés. Notre réseau produit des résultats très concrets qui sont communiqués auprès des instances nationales du ministère du Travail et notamment auprès de la DGT qui, tous les ans, communique sur l'activité des services santé au travail. Alors, au hasard, on ne va pas développer un catalogue qui serait énorme, mais plus de 700 000 préconisations d'aménagement de poste, soit plus de 30% en 2 ans. Plus de 780 000 actions en milieu de travail, plus 11% en 2 ans.
et 186 000 orientations vers des partenaires du maintien en emploi, AGFIP, Cap Emploi et autres, plus 30% en 2 ans. Ces 3 chiffres sont très révélateurs et très significatifs. Alors, ces progrès, les services les portent et les illustrent tout au long de la semaine à travers des actions organisées dans différents services, dont le mien. Demain après-midi, en Corse du Sud, on va visiter une tôlerie d'une importance relative, une vingtaine de salariés qui vont nous montrer, nous expliquer et les expositions auxquelles ils sont soumis. Alors, accompagné de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, les échanges se font. D'autres entreprises sont invitées à participer et éventuellement poser des questions sur le fonctionnement des services santé au travail. Alors, l'ampleur des actions, Arnaud l'a dit, plus d'une centaine qui sont organisées donc directement dans les entreprises industrielles, artisanales, dans l'agroalimentaire, dans la logistique, etc. Donc, en conclusion, et je ne serai très bref, c'est tout le sens de ce temps que nous partageons aujourd'hui, c'est de donner la parole aux professionnels, aux bénéficiaires, aux travailleurs, pour bénéficier concrètement et totalement des actions que les services de santé au travail peuvent mener. Cette semaine illustre bien la force de notre réseau, présent sur tout le territoire, et engagé chaque jour aux côtés des entreprises et des travailleurs. La 7e édition des Rencontres Santé-Travail est donc officiellement ouverte. Je ne conclurai pas sans remercier Laurent, que je connais maintenant depuis quelques années et que j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu plus longuement autour d'un petit apéritif et de comprendre le fonctionnement de cette belle entreprise, qui est une entreprise qui a plusieurs dizaines d'années. Et Laurent en est le représentant actionnaire depuis près de 50 ans. Bravo, bravo Laurent. Et c'est un honneur et un plaisir d'être reçu par toi sur tes terres. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour ces propos qui posent clairement les enjeux pour l'édition 2026. Et donc, nous passons la parole, comme évoqué, à Monsieur Laurent Saint-Denis. Alors, Monsieur Plaisant, président de Présence, cher Maurice. Monsieur Trévalinet, président du MEDEF Yvelines, cher Thierry. Monsieur Aymon, président du GIA, Vallée de Seine, cher Hugues. Monsieur Brun, DG de Présence, cher Martial. Monsieur Caratero, délégué général du MEDEF 78, cher Erwan. Monsieur Georgel, DG de Prévlink, Santé Travail, cher Pierre. Monsieur Babilotte, directeur d'établissement Ariane Group, cher Justin. Chères collaboratrices et collaborateurs de GED et de Prévlink, à toutes celles et ceux qui nous regardent dans toute la France. Mesdames, Messieurs, c'est avec la double casquette de président de GED SAS et de président du conseil d'administration de Prévlink Santé au Travail que j'ai l'honneur et le grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui sur le site d'Adrem du groupe GED à Aubergenville. Je voudrais ici chaleureusement dire ma gratitude à mon ami Maurice Plaisant et à son équipe pour avoir choisi GED dans le cadre des rencontres santé au travail organisées au niveau national par Présence. Tout d'abord, permettez-moi de présenter succinctement le groupe GED et Prévlink. GED a été fondé en 1936. En près d'un siècle, l'entreprise n'a connu que 3 présidences. Depuis sa création, elle a su maintenir un ancrage profondément familial. Ce groupe s'est développé dans l'installation électrique et les automatismes, ainsi que dans la réparation des machines tournantes, tant dans le secteur privé que public, au niveau national et international. Aujourd'hui, GED
réalise un chiffre d'affaires de 74 millions d'euros en consolidé et implanté sur 18 sites au niveau national, et donc suivi par 8 SPSTI, avec 435 collaborateurs, dont 10% d'apprentis. Prevlink, santé au travail, résulte de la fusion des 3 SPSTI franciliens en mai 2023. C'est aujourd'hui le 2e SPSTI en Île-de-France et en France, avec 625 000 travailleuses et travailleurs suivis, 590 collaborateurs, dont 90% des professionnels de santé, médecins du travail et préventeurs au service de 3 300 adhérents. Mes 2 présidences, celle de GED et de Prevlink, m'amènent à porter au quotidien toute mon attention et mes priorités pour assurer et veiller à la bonne santé des salariés, avec une préoccupation constante de mettre en œuvre, avec les équipes de GED et de Prevlink, des politiques de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. J'observe aussi que dans mes échanges avec les entreprises de type TPE, PME, beaucoup de dirigeants voient la médecine du travail comme une obligation administrative et financière, alors qu'en réalité, elle peut être un vrai levier de performance. Pour ma part, je suis profondément convaincu de la nécessité d'une politique de prévention bien conduite, mise en œuvre avec le suivi individuel, autrement dit la visite médicale, coordonnée avec la prévention primaire et la prévention tertiaire, c'est-à-dire le maintien en emploi. C'est pourquoi je partage pleinement avec Présence les acteurs de l'État que sont la DGT, la DRIETS, la CRAMIF et tous nos partenaires institutionnels et en santé publique la volonté de m'engager et contribuer de façon déterminante à la baisse des accidents du travail et des maladies professionnelles encore trop nombreux qui impactent humainement les salariés et les employeurs et financièrement notre système de protection. Le maintien des personnes en situation de handicap au travail est un enjeu à la fois humain, légal et organisationnel. L'objectif est de permettre à chacun de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Encourager le dialogue avec le salarié et faire intervenir le médecin du travail le plus tôt possible. Aménager le poste de travail est souvent la solution la plus efficace, ou si celui-ci n'est pas compatible, rechercher un autre poste au sein de l'entreprise. Des dispositifs existent pour aider les entreprises telles que les AGFIP qui peuvent faire les aménagements de postes et les formations. Cher Maurice, je vous remercie encore une fois très sincèrement, ainsi que l'ensemble de vos équipes, pour l'excellent travail accompli par Présence. Votre action nous représente avec justesse et permet un dialogue constructif avec les instances nationales intervenant dans le champ de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. Vous contribuez aussi à faire valoir avec pertinence la réalité du fonctionnement des SPSTI. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente continuation de cet événement. Merci. Merci beaucoup. Merci Laurent Sani pour cette intervention et cette introduction. Nous allons désormais poursuivre cette séquence en images avec un retour d'expérience concret, tourné ici même, au cœur des ateliers de l'entreprise. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir une vidéo réalisée l'an dernier qui illustre très concrètement les actions conduites par les équipes des SPSTI au service des entreprises, au service des travailleurs et plus particulièrement dans cette vidéo en matière de maintien en emploi. Une séquence, vous allez le voir, courte mais particulièrement éclairante et on vous laisse la découvrir. Avant mon accident, j'étais en apprentissage, en machine tournante sous pression, actuellement chargé d'affaires dans la maintenance des machines tournantes. Suite à l'accident, on a tout de suite proposé un autre poste adapté. Alors j'étais anciennement chef d'équipe des chantiers. Suite à mon accident de travail, après on m'a proposé un poste en tant que responsable adjoint aux achats. On a eu une réunion ensemble et puis par rapport à ça, ils ont attendu pour pouvoir me proposer un poste. En temps normal, je suis mécanicien ajusteur.
En 1984, j'ai eu un accident. Il s'est avéré après que j'ai eu de l'arthrose dans le bras, donc j'ai dû être opéré. Mes patrons m'ont proposé une place adéquate. Très peu de temps après mon embauche, des sociétés de santé au travail sont intervenues pour me mettre à l'aise dans mes conditions de travail, donc qui est pour la partie bureau, pour la partie port de charge et pour la partie conduite. Transformée sur une boule qui est sur la circonférence du volant, qui permet d'avoir les clignotants, qui permet d'avoir les pleins phares. Ils m'ont mis un ordinateur tactile. Après, j'ai une rampe pour poser mon clavier. Alors j'ai reçu un chariot, une table élévatrice pour m'empêcher de porter quoi que ce soit. Et puis je suis aidé avec les gars de l'atelier, beaucoup. Suivi, encouragement. Il n'y a pas que l'aspect technique, mais ils sont là aussi pour nous remettre un peu le moral au top. Du début jusqu'à la fin, on les accompagne. À partir du premier jour où l'accident arrive, jusqu'à ce qu'ils reprennent le travail, évidemment, s'ils sont en possibilité de reprendre le travail. Au lieu de dire qu'ils ont un handicap, ils ont du mal à travailler, on fait tout le contraire. On les fait aller vers le haut. Moi, je suis passé par plusieurs phases parce que déjà, j'étais droitier, donc j'ai réappris à écrire de la gauche. Après, c'est un gros travail à faire sur soi. Le moral, je l'ai toujours gardé, même si on sait que c'est compliqué, il faut pas lâcher, quoi. J'ai mon collègue, Thomas, mon bras droit, donc ouais, on s'aide vachement, quoi. Aujourd'hui, le mot c'est épanoui parce que tout d'abord, j'ai des collègues qui m'aident tous les jours au quotidien pour les tâches que je ne peux pas faire. On a tous quelque chose de différent par rapport aux autres et souvent, c'est les détails qui font la différence. On a toujours des inquiétudes. C'est pas du tout le problème que j'ai eu ici à GED parce qu'on m'a accepté comme j'étais. Quand vous mettez des moyens à une personne qui n'a pas actuellement les moyens parce qu'il a un handicap, vous allez voir, la personne se sentira beaucoup mieux dans l'entreprise, pour le bien-être de l'entreprise et pour aussi la performance. C'est une joie pour eux et pour nous. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont très fiers d'appartenir à l'entreprise parce qu'on a mis des choses en place et nous sommes très fiers d'avoir des personnes comme ça. Je suis super content, oui. Déjà, j'ai gardé ma place avec le matériel, de ne pas baisser les bras, surtout, persévérer, aller de l'avant. Je suis aidé de partout là-dedans, donc il n'y a aucun problème. Derrière ces images, il y a surtout des parcours, des histoires, des actions et des décisions prises à des moments clés. Et ce sont précisément ces parcours, ces actions, ces décisions à des moments clés que nous allons maintenant approfondir. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau les 3 salariés que vous venez de voir dans la vidéo. À mes côtés, Thomas Piedfort, Pascal Collin, Didier Loret. Déjà un grand merci à vous 3 d'être avec nous. Et pour animer cet échange, j'ai le plaisir de passer la parole à Martial Brun, directeur général de Présence. Martial, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Eh bien, on a vu 3 cas concrets de maintien en emploi. Alors, on va revenir un petit peu sur votre expérience à tous les 3. Alors, Pascal, on va peut-être commencer par vous. Je crois que vous êtes à quelques jours de la retraite. 7 jours exactement. 7 jours exactement. Est-ce que vous pensez que vous auriez réussi à aller jusqu'au terme de votre carrière professionnelle sans les aides dont vous avez bénéficié? Je pense pas. Je pense que ça aurait été très 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 dur. Voilà. Et votre souhait était de rester absolument dans l'atelier? Tout à fait. Il était hors de question que j'aille dans les bureaux. Très bien. Donc après vos problèmes de santé, vous avez trouvé des solutions pour pouvoir travailler toujours à votre poste avec votre savoir-faire et dans des conditions, on l'a vu, aussi de solidarité avec vos collègues. Oui, bien sûr. Avec une table élévatrice, un chariot et puis les collègues à côté. Est-ce que cette mise en place s'est faite comment, cette mise en place? On vous a demandé conseil, qui est intervenu autour de vous? J'ai la médecine du travail déjà qui a conseillé d'avoir des chariots, une table élévatrice. Vous avez regardé ensemble ce qui était possible? Oui, bien sûr, oui, Voilà. tout à fait. On a fait ce qu'il fallait, quoi. Très bien. Vous avez trouvé le matériel qui était adapté à votre état de santé. Tout ça a été commandé. Très bien. C'est une première expérience, on y reviendra peut-être. Alors Thomas, vous, c'est un accident de la vie qui vous a poussé dans le soin, dans une période qui n'était peut-être pas forcément facile, mais comme Pascal, vous aviez le souhait de travailler. Oui, c'était le début d'une carrière pour moi professionnelle. Il fallait absolument rebondir là-dessus et le suivi, l'accompagnement des bons professionnels permet favorablement de commencer un milieu
dans ce milieu-là confortablement. Et donc, quels ont été les points clés de votre parcours? Quelles ont été les décisions importantes? Quelle a été l'aide que vous avez reçue et à quel moment qui ont déterminé le possible, c'est-à-dire revenir au travail? Avec du recul, c'est l'accompagnement côté familial et côté professionnel très important. Et le vouloir travailler absolument, pas rester chez soi, rien faire. Très bien. Donc, il a fallu trouver des solutions techniques. Quel a été le cheminement pour trouver ces solutions techniques? Quelles ont été les compétences mobilisées? Les professionnels de santé, médecine du travail, les organismes particuliers pour l'agencement du bureau, de la voiture et de la vie de tous les jours au boulot. Et puis encore une fois, les collègues dont c'est pas leur métier, mais juste ouvrir une porte quand j'ai la main prise, c'est beaucoup pour moi. Et ça, tous les jours, je leur remercie encore à tous ceux qui le font encore maintenant. Et merci à vous. Très bien. On voit l'ambiance dans cet atelier, on l'a visité, il y a une très forte solidarité. Il y a quand même une volonté à la fois du salarié, celle de l'entreprise de vous garder ou de vous faire même un parcours professionnel adapté. Vous avez changé de métier finalement. Qu'est-ce que vous faisiez? Comment vous avez évolué dans l'entreprise? Avant l'accident? Oui. Avant l'accident, j'étais en alternance dans une autre société, dans une autre agence du groupe GED. Donc j'ai eu la rééducation, tout s'est bien passé. Après, j'avais tellement envie de bosser qu'il fallait voir grand, donc GED à Drem. Donc ils ont fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là, donc de technicien à maintenant chargé d'affaires. Très bien. Donc vous avez pu mettre à profit votre compétence, votre envie de travailler avec des aides techniques qui ont été choisies, peut-être financées aussi autour d'un projet de changement de métier, puisque vous êtes passé d'une fonction peut-être technique à une fonction plus commerciale. C'est ça, oui. Et puis c'est ce que je voulais faire aussi, le commerce. Très bien. Donc vous avez pu rencontrer votre aspiration de départ. C'est ça. Didier, là aussi, vous étiez un amoureux des chantiers. Oui. Voilà. Vous avez dû réadapter, réapprendre à écrire avec une autre main. Oui, j'ai appris carrément avec la main gauche à réécrire. Et là aussi, même question, quel a été le point décisif? Est-ce qu'il y a des moments, pour témoigner, puisque c'est un peu l'objet, c'est à quel moment vous sentez qu'il faut prendre une décision? Qu'est-ce qu'il faut avoir autour de soi pour réussir ce changement de métier, faire un certain nombre de choix au bon moment? Comme dit Thomas, je ne voulais pas rester non plus chez moi, il fallait que je travaille. Donc après, j'ai eu un entretien avec ma DRH et puis mon directeur. Et là, ils m'ont proposé un nouveau poste et puis j'ai accepté. Très bien. Je suppose que ça ne se fait quand même pas tout seul? Non. Il faut de l'adaptation? Oui. Voilà. Vous l'avez tous dit, ce n'est pas juste une question de matériel. L'accompagnement technique, néanmoins, il y a eu une étude ergonomique peut-être sur votre poste. Oui. Comment ça s'est passé? Ils m'ont proposé le poste et suite à ça, après, on a adapté le matériel pour que je puisse travailler. Est-ce que vous avez testé des matériels? Est-ce que vous en avez vu plusieurs? Non, parce que en fin de compte, quand ils sont venus avec ils sont venus avec 3 sièges. Donc avec les 3 sièges que j'ai essayé, après j'ai pu choisir lequel que je voulais, quoi. Là où je me sentais le mieux. D'accord. Donc c'est aussi un temps d'adaptation. Oui. Et vous, dans les matériels qui ont été mis, Thomas et Pascal, dans les matériels qui ont été mis à votre disposition, est-ce qu'il y a eu des choix, des retours, des expériences? Personnellement, pareil que Didier, c'était prêt directement. Donc la voiture, ça s'est fait facilement et au bureau, ça s'est fait facilement aussi. Donc pas d'essai. Mais un suivi constant des mois après, donc rien à dire là-dessus. Non, moi, on m'a commandé, j'ai vu ça sur un catalogue, et puis ça a été validé, et puis j'ai reçu le matériel. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il faut être bien conseillé pour que le matériel qui arrive soit adapté? Parce qu'on voit que finalement, le premier coup a été le bon. J'imagine qu'il a fallu justement avoir une bonne analyse de départ et des bons conseils. Moi, j'ai une personne qui est venue voir ce que j'avais besoin vraiment. Oui. Et donc, de là, on a commandé les affaires, quoi. Puis voilà. Très bien. Bravo à tous les trois. On va souhaiter que cet exemple que vous donnez quand même... alors, je le redis parce que c'est tellement fondamental, on le sait dans un parcours de maintien en emploi, c'est d'abord la volonté,
des salariés de poursuivre, d'avoir une perspective. C'est forcément la volonté de l'entreprise, là aussi, de vous garder, parce que nous savons aussi que dans cette entreprise, il y a vraiment, je crois que vous êtes là depuis 40 ans, Pascal. Voilà, il y a des parcours. Oui, j'ai eu 40 ans là, au début du mois. Là. Voilà. On sait qu'ici aussi, il y a des compétences rares, et donc je suppose on a à cœur de les garder et de les valoriser. Oui, c'est sûr. Ouais. Très bien. Merci à tous les trois. On va venir écouter. Merci à vous trois. Du côté de l'entreprise, avec Marie-Pierre, la DRH du groupe GED, le docteur Ferrand, médecin du travail. On va pouvoir regarder un petit peu côté version employeur. Alors, je vais commencer avec vous, Marie-Pierre. Ce sont 3 réussites. Oui, 3 belles réussites. 3 belles réussites. On le doit d'abord à eux, parce qu'ils ont eu la volonté. Mais ça procède quand même d'une politique et d'une recherche du côté de GED. Quelle a été la démarche, j'allais dire, côté RH, côté employeur, au regard de ces situations? Alors déjà, c'est de bien connaître les personnes, garder le contact pour pouvoir savoir effectivement où ils en sont, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils veulent faire. Et puis un gros partenariat avec la médecine du travail, les ergonomes qui viennent étudier avec nous les postes, les médecins du travail qui sont très présents et qui peuvent effectivement nous guider sur ce qui est possible ou pas de faire, de mettre en place. Et ensuite, effectivement, travailler aussi avec les AGFIP pour nous aider, nous guider dans les financements, les choix de matériel et installer ensuite le poste, le tester. Et puis, voilà, faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur emploi et qu'ils puissent poursuivre leur carrière. Ils ont tous de belles avancées depuis qu'ils sont revenus avec nous. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de redécortiquer un petit peu tout cela. D'abord, il peut avoir un arrêt de travail. Oui. Et je crois que c'était le cas de Thomas, il était en arrêt de travail quand vous avez commencé à travailler à sa réintégration. Qu'est-ce que vous avez dû enclencher ? Il y a eu une visite de pré-reprise peut-être ? Oui, tout à fait. Ça commence par une visite de pré-reprise où effectivement le médecin du travail, qui est même plus à même que moi pour l'expliquer, va déterminer un peu les contraintes et les possibilités et les aménagements qu'ils doivent être faits, donc soit du port de charge le limité, effectivement après ça peut être un temps de travail aussi limité, des structures particulières, notamment pour Pascal c'était plus des matériels adaptés pour limiter la pénibilité. Et une fois que le personnel est prêt à reprendre, que le collaborateur est prêt à reprendre, on a déjà travaillé en amont pour que lors de sa reprise, on ait déjà et les matériels et les accords médecins du travail pour le faire reprendre en toute sérénité et lui faire passer sa visite de reprise, qui ne soit pas un échec si on n'a pas mis les moyens en face, en fait. On pourrait dire que le maître mot, c'est l'anticipation. Oui, il faut anticiper. Très bien. C'est ce qu'on fait là prochainement. On est déjà en train de travailler sur un sujet avec le directeur d'établissement et la direction générale. Très bien. Donc là, vous avez un nouveau cap potentiellement de risque de désinsertion professionnelle. Oui. Et là, vous commencez tout de suite à mettre en place. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. On a un collaborateur qui est en arrêt longue maladie lié effectivement à un cancer. Ça fait 2 ans qu'il est en arrêt. On pense qu'il va reprendre assez rapidement maintenant puisqu'il en voit le bout de cette guerre et que ça va être un succès. Et donc, on a travaillé en amont avec sa direction pour pouvoir utiliser toutes ses compétences et le faire un retour à l'emploi parce que tout comme Didier, Thomas et Pascal, il veut revenir travailler et c'est son souhait le plus cher. Et donc, on va réadapter un poste et on a créé un poste qui va utiliser toutes ses compétences et techniques et commerciales puisque c'est un chargé d'affaires qui va revenir. Et il va faire le lien entre la partie achat, la partie commerce et les ateliers. Et voilà, toute l'expertise de cette personne va être mise en fait à contribution pour qu'il se sente bien dans son emploi et qu'il puisse retravailler en fonction des préconisations qui seront faites. Et le poste sera adapté éventuellement aussi à un temps de travail qui sera évolutif en fonction de son état de santé et de son évolution. Très bien. Et vous avez à chaque fois trouvé les ressources nécessaires parce que il y a un travail interne évidemment à préparer dans l'entreprise, mais on a parfois aussi besoin de conseils, parfois peut-être de financement s'il y a des adaptations. Là aussi, sur ce parcours-là, comment avez-vous procédé? Quel soutien avez-vous reçu?
Alors, c'est le médecin du travail qui nous aide, qui nous guide. On lui pose effectivement un certain nombre de questions, et notamment lorsqu'il le voit en pré-reprise. On a déjà une ligne directrice qui se dessine, et on soumet nos propres idées. Et c'est effectivement le médecin du travail, aidé aussi parfois d'un ergonome. Souvent, vous nous faites... vous nous donnez l'accès à ces personnels pour effectivement adapter le service. Et puis ensuite, le salarié, savoir si ça lui convient aussi dans l'esprit, parce que c'est aussi un changement de poste. Donc, est-ce que ça lui convient par rapport à son envie de continuer sa carrière? Et on a également les AGFIP qui peuvent intervenir aussi dans le financement. Ils nous conseillent aussi parfois, avec l'ergonome aussi beaucoup, sur les entreprises qui peuvent nous commercialiser certains produits adaptés, mieux adaptés, pour que tout soit opérationnel au moment où ils reprennent, quoi. Très bien, merci. Je vais donner un instant la parole au docteur Ferrand, qui est également doté d'un micro. Voilà, on est sur les cas concrets qui déconstruisent un petit peu aussi la vision de la seule visite médicale et la conformité. Là, on est au cœur de votre métier. Finalement, c'est la double connaissance de l'état de santé et du poste de travail. Comment est-ce que ces cas, comment vous les abordez? Et je crois que vous êtes aussi entouré au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui permet d'éclairer tout cela. Exactement. Maintenant, on parle plus vraiment que du médecin du travail, mais vraiment de l'équipe pluridisciplinaire, puisqu'on est accompagné d'ergonomes, hein, madame en a parlé, mais aussi de psychologues du travail, d'assistants santé au travail, de techniciens hygiène et sécurité. Et le maître mot, c'est l'anticipation, c'est-à-dire qu'effectivement, l'entreprise doit garder un lien avec son salarié et doit tout faire pour garder un lien avec son salarié. Le dispositif dont il faut absolument parler aujourd'hui, c'est le rendez-vous de liaison, qui est encore très peu connu malheureusement des employeurs, qui leur permettent de rencontrer leurs salariés pendant l'arrêt de travail et de leur faire la promotion, entre autres, de la visite de pré-reprise, que peu de salariés connaissent, puisque tout se joue pendant la visite de pré-reprise. La visite de reprise, c'est déjà trop tard, finalement. Il faut vraiment qu'on construise, comme vous l'avez dit, le parcours en anticipant l'étude de poste ergonomique, les éventuels matériels qu'il va falloir acheter, pour lesquels on peut obtenir des cofinancements, parce qu'aujourd'hui, quand même, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et puis, on peut aussi commencer à travailler avec le collectif de travail et préparer le retour à l'emploi du salarié. C'est capital. Alors, on a effectivement 3 parcours absolument exemplaires avec beaucoup de résilience, mais aussi des gens, je pense, qui ont été accompagnés personnellement, mais aussi sur le plan professionnel, qu'on a attendus dans leur entreprise et qu'on a accompagnés lorsqu'ils sont revenus. Donc, je pense que ça, c'est relativement exceptionnel. Mais si on arrivait déjà à organiser, ne serait-ce que des rendez-vous de liaison, une visite de pré-reprise de façon systématique, je pense qu'on gagnerait beaucoup, effectivement, sur des visites de reprise qui, parfois, sont un échec. Peut-être en dire un mot, ce rendez-vous de liaison, c'est finalement une nouveauté. Oui. Ça n'a que quelques années. Exactement. C'est très mal connu et ça permet effectivement cette prise de contact pendant l'arrêt. Parfois, l'employeur hésite à contacter un salarié en arrêt de travail, hein, s'il a un accident. La loi lui a permis de rentrer en contact et de rechercher ce dialogue pour anticiper le retour. Exactement. Et le service de prévention et de santé au travail est invité à ce rendez-vous. Et franchement, invitez-nous. On est là pour vous conseiller, pour vous accompagner sur la prévention de la désinsertion professionnelle, sur les aménagements possibles. On peut par exemple aussi un dispositif qui est très mal connu, c'est un dispositif de l'assurance maladie qui s'appelle l'essai encadré. Et c'est la possibilité pour un salarié qui est en arrêt de travail de faire un test pendant son arrêt de travail dans son entreprise ou bien dans une autre entreprise pour voir si effectivement il est en capacité de reprendre ou s'il nécessite des aménagements ou s'il faut éventuellement se pencher sur un reclassement ou une reconversion professionnelle. Donc il y a beaucoup de dispositifs, on a beaucoup de choses, mais qui restent méconnus et c'est dommage parce qu'il y a des pertes de chance énormes pour certains salariés. Et je crois que l'exemple que vous donnez sur cette personne qui est malade d'un cancer, on sait qu'en France, 3,8 millions de personnes sont diagnostiquées d'un cancer et heureusement aujourd'hui, plus de 80% continuent à travailler ou vont retravailler comme votre collaborateur. Et ça ne se passe pas sans anticipation, mais c'est crucial parce qu'en plus on sait que retravailler ça augmente les chances de rémission, c'est bon pour la santé dans ce cas de figure, donc ça c'est vraiment des dispositifs et bravo pour le faire. Tout à fait. Je voulais revenir Marie-Pierre sur un sujet. On a vu avec Pascal qu'on a aménagé son poste, on l'a doté d'un tableau élévateur, d'un certain nombre d'équipements. Est-ce que ça ne réagit
ressurgit pas sur tout l'atelier. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas dupliquer ces mesures qu'on a créées pour aider un salarié qui avait quelques difficultés? Est-ce que vous ne vous en servez pas aussi pour propager, les bonnes pratiques? Si, tout à fait. En fait, ça permet... alors, il y a l'adaptation pour la personne, mais du coup, ça nous fait réfléchir aussi à comment améliorer nos activités pour limiter la pénibilité. On est sur des métiers à risque, on est sur des métiers pénibles pour les bras, pour le port de charge, etc. Et donc, effectivement, une amélioration de poste pour une personne peut conduire à une amélioration de poste pour tout le monde. On peut avoir, et on l'a fait, avoir à mettre des tables élévatrices pour travailler là, c'était pour Pascal, mais on l'a fait également dans des ateliers de câblage pour faciliter le travail des câbleurs, suivant les tailles d'armoire. On a également mis en place des potences au-dessus de l'ensemble des points de travail pour limiter le port de charge et faciliter la manutention. Des servantes roulantes, ce qui évite de trimballer la caisse à outils à la main. Là, elles sont sur des roulettes, ce qui évite le port de charge aussi. Donc effectivement, c'est d'un problème, finalement, on en fait une sécurité et une prévention pour tout le monde. On essaye de le développer aussi pour tout le monde. Ce qui est là pour l'un et protège l'autre. On dirait que la prévention est complètement intégrée à votre politique de ressources humaines. On le voit bien ici, et c'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer aujourd'hui. Je suppose que vous n'avez plus que la vision, enfin, vous avez élargi la vision un peu restrictive de la visite médicale annuelle pour être conforme. Je crois que dans votre entreprise, vous avez vraiment transformé cette vision et vous êtes approprié surtout la prévention. Oui, tout à fait. Et on n'hésite pas non plus à faire appel aux médecins du travail et à ces différents collaborateurs, effectivement, psychologues, ergonomes et préventeurs aussi, pour venir chez nous et nous aider aussi à adapter, trouver des solutions et voir effectivement si on peut améliorer des organisations. Avec ce que je crois qui correspond bien à votre entreprise, vous formez beaucoup d'apprentis. Oui. Vous les gardez? On essaye, oui. Et vous les gardez très longtemps? Oui, certains font toute leur carrière chez nous. Voilà. On a quelques beaux exemples et effectivement au niveau du groupe, la politique de ce groupe familial qui l'a toujours été, c'est de faire grandir les équipes et effectivement de les avoir en apprentissage et de les amener le plus haut possible. On a des directeurs techniques, des directeurs d'établissement qui sont issus de notre propre apprentissage, des chefs de chantier, des responsables et voilà, on est plutôt effectivement friand de faire monter nos bases. Et si vous me permettez ce commentaire, ce qu'on voit au sein de GED, parce que vous avez une politique de long terme, oui. De l'apprenti à la fin de carrière, ça se passe dans une seule et même entreprise. Alors vous voyez bien le cheminement et l'intérêt de la prévention, mais qu'on change d'entreprise ou pas, il faut aller du début de la carrière à la fin de la carrière. Et on voit que la prévention, elle a intérêt à se propager partout pour permettre. Cette stabilité est exceptionnelle, cette politique est exceptionnelle, mais c'est quand même le parcours de tout à chacun, de faire toute une carrière, et la prévention est essentielle. Tout à fait. Pour réussir cette prévention aux côtés des entreprises, je suppose qu'il faut voir les postes de travail. On ne peut pas faire ça qu'à distance ou... Oui, et ça fait partie de nos activités qui sont effectivement fort peu méconnues, puisque les services de prévention et de santé au travail ne font pas que des visites médicales, loin de là. On fait beaucoup d'évaluation des risques dans les entreprises. On va au cœur de l'entreprise visiter les postes de travail, puisqu'on a cette double expertise, et médicale et technique, sur les postes de travail, qui est indispensable, puisqu'à partir du moment où on veut déterminer l'aptitude, la capacité de quelqu'un à travailler et même donner des aménagements, on est obligé d'avoir les deux connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est fort méconnu, malheureusement, et qui gagne à être connu parce que c'est indispensable et c'est excessivement complémentaire des visites médicales et du travail que l'on peut faire avec l'employeur. C'est là notre lien essentiel avec l'employeur. Un mot peut-être à ajouter sur la prévention ? Non, c'est vraiment un partenariat entre l'entreprise, le salarié, la médecine du travail. Et si tout le monde a envie d'aller dans le même sens, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien, il ne faut pas en avoir peur. Alors peut-être un mot de la fin, se dire que ce modèle-là où on associe la prévention des risques, d'abord évaluer les risques, suivre l'état de santé pour le connaître, cet état de santé, et après adapter le poste s'il y a besoin. Et cette prévention de la désinsertion professionnelle, ça a été voulu par les propres partenaires sociaux qui, eux, je crois, ont bien compris l'intérêt de l'articulation de ces trois dimensions
qui sont indissociables, parce que c'est parce que vous connaissez le poste de travail et l'état de santé qu'on peut donner des conseils de prévention, y compris pour le maintien en emploi. Donc merci à vous et bravo à GED pour sa politique. Merci. Bien. Voilà, on va arriver au terme de cette émission. Arnaud, vous allez peut-être... voilà, on va conclure tous les deux, restez avec moi. Voilà, cette émission, ces témoignages, comme l'a dit Maurice Plaisant tout à l'heure, c'est vraiment l'illustration de ce qu'est l'action de prévention d'un service de prévention et de santé au travail, qui dépasse largement ce qu'on perçoit parfois, hein, limité à cette visite qui a longtemps été annuelle et puis qui est aujourd'hui beaucoup plus adaptée à l'état de santé. Et cette réalité qui se fait dans l'entreprise, j'allais dire au pied de la machine, là on ne peut pas mieux le dire qu'ici, hein, c'est vraiment au pied de la machine que se fait la prévention. Et elle procède d'une volonté aussi claire de rendre acteurs le salarié et les employeurs. On a besoin de compétences, vous avez eu besoin de compétences pour faire des choix techniques, pour adapter vraiment les solutions, mais c'est d'abord la volonté des chefs d'entreprise, des salariés sur le terrain qui fait la prévention. La prévention, c'est vous qui la faites et c'est vous qui la vivez pour aller le plus loin possible. Donc merci à tous et on va souhaiter que ces rencontres santé-travail partout en France qui ont lieu en ce moment, qui vont avoir lieu toute la semaine, soient l'illustration de cette réalité de la prévention qui est de l'intérêt des salariés, des employeurs, de la performance de l'entreprise, nous disait Denis Saint-Laurent, mais qui est aussi d'intérêt général, puisque tout ce qu'on gagne, aussi on le gagne pour les comptes sociaux, pour éviter de l'absentéisme, pour éviter de la réparation par excès. Et donc, bravo à tous. Je vous souhaite une très bonne continuation. Monsieur Plaisant va pouvoir conclure cette présentation. Mais, cher Laurent, viens m'accompagner, s'il te plaît. Non, ben voilà, écoutez, je crois que plus belle expérience vécue cet après-midi hein, par l'ensemble des personnes présentes, hein, alors employeurs, partenaires sociaux, membres de l'entreprise. Voilà, moi je crois que dans un premier temps, les épaules de Laurent sont solides. J'espère qu'elles continueront de l'être parce que présider une entreprise comme celle-ci, accompagnée de sa famille, hein, ses enfants, je veux dire, c'est quand même une belle mission. On sent une unité dans cette entreprise. Au fil des pas, à travers les allées, on se rend compte que le personnel est hyper impliqué. Et puis voilà, quoi, les gens qui entrent comme apprentis finissent à la direction, pas du groupe, mais enfin, à la direction des départements. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis je t'admire aussi de pouvoir présider, alors accompagné par Pierre quand même, hein, de présider ce très beau service qui est devenu le second service de France. 500 000 salariés suivis, hein, c'est peu de le dire. Et donc, non, moi, le message que je passe, c'est que cette semaine va permettre à nos amis employeurs et à nos amis salariés de ces entreprises de connaître le fonctionnement. Le médecin l'a dit, la DRH l'a dit, la loi du 2 août 21 a donné un certain nombre d'outils qui permettent aux médecins et à son équipe, qui permettent aux directions, qui permettent au conseil d'administration de prendre des décisions dans le sens de la prévention, dans le sens du maintien en emploi. Les cellules, il y a 160 cellules en France qui sont constituées sur le territoire et donc qui, au quotidien, rencontrent des problèmes, parce que des problèmes, malheureusement, il y en a souvent, et ce n'est pas que des accidents du travail, mais ce sont des problèmes souvent qui peuvent être solutionnés en deux temps rapides, hein, et qui peuvent redonner aux salariés l'envie de continuer à occuper le poste. Voilà. Moi, en tous les cas, je suis heureux et ravi d'être à la tête de cette fédération, parce que, croyez-moi, des rencontres riches j'en fais, hein, accompagné de mes amis employeurs. On essaye de maintenir la dragée haute,
avec la complicité des partenaires sociaux, bien entendu, de l'État, et puis des salariés de nos entreprises adhérentes. Mais sans les employeurs, il n'y a pas de salariés. Et tu en es un très bel exemple, et je te remercie. Moi, j'ai été très heureux de participer à cette journée. Je suis aussi très fier de l'entreprise GEOD. Beaucoup d'apprentis ont mis beaucoup sur l'apprenti, ce qu'on appelle l'ascenseur social chez nous. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, sur 18 sites, on a la moitié des directeurs sortent de l'apprentissage. Donc ça, je le répète, parce que malheureusement, aujourd'hui, nous avons effectivement le gouvernement qui nous a supprimé des aides, et je trouve ça extrêmement dommage. Mais par contre, quand on voit des entreprises comme nous, où nous avons effectivement, à tous les postes d'encadrement, nous avons des apprentis, que ça soit technique, que ça soit commercial, et je trouve dommage que ça s'arrête. Bon, ça, c'était une petite aparté, mais c'est vraiment dommage. Mais je suis aussi très fier du travail, de la collaboration entre la médecine du travail, en étant président des SPSTI, le lien qu'il y a entre le SPSTI et l'entreprise, elle est énorme. Et comme je l'ai déjà dit, on peut beaucoup faire énormément de choses entre le SPSTI et l'entreprise. Il y a des choses que beaucoup d'entreprises, malheureusement, ne le font pas par méconnaissance. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà. Il me reste à vous remercier tous. Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues. Très content. Merci à tous les collaborateurs de GEOD. Merci à Préblink et merci bien évidemment à Présence. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis en live, en direct sur LinkedIn. Vous avez été très nombreux. Vous pourrez évidemment retrouver ce plateau en replay à la demande. Encore un grand merci à tous et de belles rencontres Santé Travail 2026. À bientôt.